Pokémon Ranger est un des spin-offs nés sur Nintendo DS de la licence mondialement connue Pokémon. C'était pas dur à deviner. Le jeu sort en 2007 en France, 2006 au Japon, et se verra accompagné de deux petits frères en 2008 et 2010, sous-titrés Nuit sur Almia et Sillage de lumière respectivement. La particularité de gameplay que propose ce spin-off consiste à réaliser les combats entièrement à l'écran tactile. Pour ce faire, vous devrez entourer le Pokémon avec votre stylet Et c'est tout. Lorsque vous complétez un cercle autour d'un Pokémon, un nombre diminue. Il vous faudra donc enchaîner non-stop pour atteindre le nombre de cercles requis pour gagner. Le jeu obtiendra la note de 14 sur 20 sur jeuxvideo.com et 69 sur Metacritic, dont 6,9 sur 10 des joueurs. Nice. Résultant à un total de 2 930 000 ventes dans le monde. Et afin de communiquer sur cette nouvelle série, l'univers et les personnages apparaîtront dans l'animé lors de la saison diffusée à l'époque, Ruby et Saphir, avec le personnage principal féminin qui apparaît aux côtés de Sacha et Flora. Il y aura aussi un manga nommé Pokémon Ranger The Comic Double Mission, écrit et dessiné par les deux personnes responsables du manga Pokémon La Grande Aventure. Si seulement quelqu'un parlait de ce jeu adapté en papier, un peu comme un manga. Enfin, afin de donner un gros coup de boost à cette licence de la console portable aux deux écrans de Nintendo, il y aura un film Pokémon centré sur les Rangers, où Sacha fera équipe avec un certain Jock Walker pour sauver un Manaphy. Ce qui est un énorme coup marketing, faisant d'une pierre deux coups. Car mettre en avant un Pokémon légendaire est le rôle des films, car c'est plus vendeur, comme Mewtwo, Lugia, Darkrai et ici Manaphy. C'est un Pokémon miracle. Oui, mais pas à l'époque, c'était un légendaire. Ce film fait aussi référence au premier jeu Ranger, où il existait une mission spéciale cachée une fois le jeu fini, où on doit sauver un œuf de Manaphy. Œuf que l'on peut ensuite transférer à notre dresseur dans un Pokémon diamant, perle ou platine. Et si cette mission est si mémorable, c'est tout simplement car elle est unique à la cartouche. C'est-à-dire que si vous recommencez une partie, cette mission restera validée si vous l'avez déjà faite. Mais avant de la faire, il faut quand même jouer au jeu, donc transition. Le jeu commence avec une lettre d'un ranger qui nous demande d'arrêter de lui envoyer des demandes d'emploi, car 7 c'est beaucoup trop. Voici donc l'histoire de Gérarde, ranger débutante dans la région. On apprend alors les bases du combat. On capture un Pokémon ennemi en faisant des cercles, ce qui va réduire un nombre au-dessus du Pokémon, mais si on lève le stylet, il faut tout reprendre de zéro. Et le jeu s'empresse de tout nous expliquer en spammant les tutos, mais pour absolument tout. Ainsi, il nous dit comment utiliser un Pokémon plante en combat, puis un Pokémon eau en combat. Ensuite, hors des combats pour éliminer des obstacles avec un Pokémon eau, un Pokémon feu, puis un gros Pokémon de feu et ta gueule! C'est comme si dans Mario 64, il nous disait « Appuie sur le joystick pour avancer, appuie sur A pour sauter, appuie sur A pour ouvrir la porte, appuie sur X pour supprimer l'Espagne. » L'histoire du jeu est chapitrée via des missions. La première consiste à ramener le professeur Pressant à son labo dans une autre ville. Mais sur le chemin, on se fera attaquer par des malfrats qui voleront un objet au professeur. La deuxième consiste à aider les habitants de la dite ville, où dans l'ombre, un malfrat entraîne un Machoke dans le but de détruire le monument de la ville. Chose que l'on empêchera bien sûr. Et avant de continuer, on va faire un petit point géographie. Le jeu se déroule dans la région de Fjord, créée pour ce jeu particulièrement, et est constituée de 4 villes. Printiville, Automnel, Îlot-été et Bourg-l'Hiver. Une région sur le thème des saisons donc, pour contraster avec le thème des couleurs de Kanto dans la première génération. Dans cette région, il n'y a pas de dresseurs. Les gens sont amis avec les Pokémon. Une belle région juste de hippies. Mais pour avoir un minimum d'ordre et de loi, les rangers sont présents pour aider et calmer toute situation. Bref, une région parfaite pour y cacher un groupe de terroristes. En même temps, vu qu'il n'y a pas de dresseurs, c'est sûr qu'ils vont pas se faire saboter leur plan par un gamin de 10 ans. À ce point de l'histoire, nous sommes donc à Automnel, après avoir quitté Printiville. On devra ensuite nettoyer les égouts envahis de tas de morves, ce qui semble anodin, mais un malfrat nous regardera de loin une fois tout nettoyé. On apprend qu'il se nomme le groupe Gorok, ce qui met tous les rangers de la région en état d'alerte. Nous sommes en guerre. On sera ensuite appelé dans la troisième ville, Îlot-été, où l'on devra sauver le tarpeau d'un ranger trop dépressif pour le faire lui-même. Je suis trop triste pour manger. Maman, maman, j'ai faim, on mange? Dans la jungle, on poursuivra le larbin qui a pokénappé le tarpeau. Après ça, on ira faire des travaux de voirie, où l'on déblayera le tunnel que les malfrats du groupe Gorok ont bloqué au début du jeu, pour pouvoir retourner à Printiville. Par le plus grand des hasards, on tombe sur un groupe de 4 personnes, appartenant aussi au groupe Gorok et jouant tous des instruments, le Quatuor Gorok, composé de Kevin, Caitlyn, Kenan et Killian, et ils vont nous raconter tous leurs plans. Ouais, et ben avec des prénoms comme ça, heureusement que les parents ils ont eu 4 gosses et pas 3, hein.
Leur plan consiste à utiliser le prototype du Super Capstick pour faire le leur et capturer des légendaires afin de dominer Fjord puis le monde. Je leur donne un E pour effort. Le Capstick étant l'objet que l'on utilise en tant que ranger pour entourer les Pokémon. Le Capture Stick. Il est doté de plusieurs fonctions en plus du combat, comme la communication, un Pokédex de Fjord, une carte, ou en étant méta, les options du jeu. À la fin de la mission, on affrontera Caitlyn du Quatuor et son Camérupt comme premier gros boss. Une fois de retour à Printiville, on devra chercher un vieux dans la forêt. Pourquoi à chaque fois on nous donne les permissions? Escorte un vieux, aide la populace, va chercher le Pokémon d'un autre parce que nettoie le tunnel, cherche un autre vieux. C'est quoi ensuite? Va faire du tourisme, mais si tu trébuches, la planète explose? Une fois le vieux trouvé, il ne nous remercie pas. Il est aigri, se moque de nous, souvent, et un rire maléfique qui donne pas confiance en la personne. Mais au moins, il se présente, Hannibal. Il en reste poli. Il a l'air d'être gentil. Hannibal, allié. Laissez-moi vous faire un petit tour de magie. Ce papier nous révélera le futur plus tard. On débloque le voyage rapide, ce qui nous permet de retourner rapidement à Iloete. Une fois sur l'île, nous irons explorer des ruines dotées de 4 épreuves. Mais on nous prévient de ne surtout pas faire la 4ème, sinon ça provoquera des catastrophes sur toute la région. On fait donc les 3 premières épreuves, consistant à un petit parcours nul, suivi de la capture d'un Pokémon gardien, Hipporoi, Libégon et Dratak. Alors qu'on visite la 4ème par curiosité, la team Gorok nous signale un Dracofeu blessé, qu'on aide forcément étant les gentils. Et avec ce Dracofeu, on a les 4 Pokémon présents sur la boîte du jeu. Mais lorsqu'on le capture pour le calmer, les méchants rigolent. L'eau bleue des ruines passe à un rouge lave tel un changement d'équipe dans Team Fortress 2, libérant Entei dans toute sa rage. Mais avant de calmer le Entei enragé, on retrouve notre cher Hannibal et il nous avoue être le chef et créateur du groupe Gorok. Alors, c'est la tsundere qui tombe amoureuse du héros. En même temps, mélanger tous les clichés dans la même boîte, c'était peut-être pas ma meilleure idée. À ce niveau-là du jeu, il est important d'avoir un bon niveau, car même sans Pokémon à entraîner, il y a un système de gain d'XP. C'est notre Capstick qui gagne des niveaux, afin d'augmenter la vie ou la longueur du câble. Il y a aussi un système de grade qui permet d'utiliser certains types de Pokémon lors des combats, mais c'est lié à l'histoire, donc on les débloque forcément en jouant au jeu. Revenons à notre crise actuelle, après avoir calmé Entei, on part pour Autonel détruire l'usine des méchants qui produit leur Capstick de méchants. Une fois la production arrêtée, on se dirige vers Bourg-l'Hiver pour la première fois, et dernier endroit où on cherchera la base du groupe Gorok. Forcément, c'est toujours au dernier endroit où on cherche, c'est comme les clés. Ils sont cachés dans le grand pic montagneux, avec un caillou ascenseur comme entrée secrète. On infiltre alors leur QG, on fout le Sbull, puis on affronte à nouveau le Quatuor Gorok, qui décide d'activer l'autodestruction de la base entière lorsqu'ils perdent. Si ça, c'est pas des mauvais perdants. Et avec leur QG détruit, il ne reste plus qu'à empêcher leur père et chef de réaliser son plan. Ah oui, Hannibal est aussi leur père. Direction le Temple de Fjord, l'édifice ancien qui se trouve au sommet d'une montagne. Tiens, ça me dit un truc. Sinon, on y affrontera Hannibal une dernière fois, qui compte utiliser les 3 chiens légendaires Suicune, Raikou et Entei pour dominer le monde. Encore vous? Et je trouve que la présence de Raikou et Suicune à ce moment-là du jeu peuvent montrer 2 choses. Soit les devs et les scénaristes n'ont pas eu le temps de leur dédier un donjon dans l'histoire, ce qui est quand même une occasion manquée. Mais d'un autre côté, ça donne l'impression que pendant qu'on faisait nos missions nulles au début du jeu, eux étaient déjà en train de tryhard les légendaires, et ça ajoute au world building. C'est un détail qui donne l'impression que le monde vit sans toi, qu'il existait avant que tu démarres le jeu, et qui continuera d'exister une fois que tu auras fini l'histoire principale. On n'était pas là pour voir l'entièreté des méfaits des méchants. Maintenant, choisissez l'explication que vous préférez. Revenons au final. Hannibal les contrôle en utilisant son méga capstick. On enchaîne alors les 3 combats. Raikou en premier, puis Suicune. Mais après avoir vaincu le Pokémon eau, nos Pokémon partenaires se mettent à jouer sur le clavier de la machine, ce qui la casse, rendant fou le Entei restant. On l'affronte encore une nouvelle fois, sauf que maintenant il possède une deuxième phase. Une fois qu'on a réussi à le capturer, ce qui est dur sa mère, et voilà, maintenant Entei est libéré de sa colère, la région n'est plus menacée, et nos 2 rangers sont considérés comme les héros de Fjord. Partant du bas de l'échelle, nous sommes maintenant des héros. Quant à Hannibal et tous ses crimes, il est pardonné, tant qu'on ne le revoit pas. Comme vous l'avez compris, la proposition de ce jeu est de changer le système de capture pour coller parfaitement au côté tactile de la console. Ici, pas de Pokéball à lancer et attendre que la chance vous sourie. Ce sera la dextérité de votre poignet qui fera le travail. Titre
4. En plus, entourer le Pokémon pour le capturer rappelle fortement les cow-boys et leur lasso, qui faisaient régner la loi et la justice dans le Far West, très similaire au rôle des rangers dans le jeu. D'ailleurs, dans les jeux principaux, quand on affronte un Pokémon Ranger, celui-ci a un lasso. Et malgré ce changement important dans la mécanique du jeu, on garde le côté stratégie de la table des types, avec l'assistance des Pokémon pour faciliter les combats. Quand j'étais petit, j'ai passé des mois bloqué contre ce Steelix. Car avec sa grosse hitbox et ses mouvements rapides, réussir à faire une seule boucle est déjà difficile. Alors plusieurs, hein. Mais quand j'ai enregistré mon gameplay pour cette vidéo, il m'a fallu un Pokémon électrique pour le paralyser sur place, suivi d'un Pokémon combat pour marquer plus de points, et hop, ça dégage. Un de mes hauts faits de cette année. Le problème c'est que ça ne laisse que très peu de chance à la réussite. Si vous n'avez plus de Pokémon pour vous aider ou que vous foirez le timing, alors c'est fini, vous pouvez recharger une ancienne sauvegarde. Mais ce n'est pas tout, car pour utiliser les capacités des Pokémon, il faut quand même jouer. Il faut charger la bulle d'eau puis la lancer sur le Pokémon quand elle a la bonne taille, entourer le Pokémon dans la glace pour le geler, il faut réussir à faire une boucle pour utiliser le type combat, etc. Chaque type a sa propre gimmick. Et le tactile est aussi plus avantageux lors de l'exploration. Il vous permet d'interagir avec des éléments qui ne sont pas à côté du personnage. Là où si je jouais au bouton, il faudrait que je vienne me coller pour appuyer sur A. Mais vu que le jeu se joue entièrement à l'écran tactile, à quoi sert l'écran du haut? Pas grand chose. On y trouvera notre équipe, un radar, je précise bien un radar et pas une minimap car seuls les Pokémon à proximité sont affichés, et lors des combats ça permet de voir combien de temps il nous reste avec l'assistance d'un Pokémon. Après, je connais pas beaucoup de jeux qui utilisent parfaitement les deux écrans pendant tout le jeu. Dans la majorité des jeux, le deuxième écran de la DS affiche une carte, une progression ou des infos, mais nous aurons le temps de découvrir des jeux qui vont dans cette catégorie, ou pas. Pour conclure, l'histoire reste bien, même si je m'en suis moqué. Proposant même un post-game une fois qu'on relance le jeu, mais ça je vous laisserai le découvrir, c'est ce genre de scénario qui sera repris dans ses suites. Un groupe de méchants, et on leur court après pour défaire leur plan et sauver la région dans laquelle se situe le jeu. Même si avoir un Pokémon Ranger dans une des régions principales serait super intéressant, voire mieux, faire en sorte que l'histoire du Ranger soit en parallèle à l'histoire du dresseur. Ce jeu sent vraiment le prototype, car en plus de l'histoire qui sera plus approfondie et plus longue dans les jeux suivants, les mécaniques de gameplay seront aussi fortement modifiées pour effacer les défauts. Devoir recommencer les boucles de zéro lorsqu'elles se cassent est vraiment frustrant, surtout quand tu étais à une boucle de réussir et que c'est un Pokémon avec un gros nombre. Dans les prochains jeux, ça sera une barre de vie qui diminue avec les boucles et qui se régénère très lentement. Mais nous verrons d'autres Pokémon Rangers plus tard. Si je vous ai donné envie de découvrir cette série, je vous recommande fortement de commencer par celui-là, parce que ça reste le plus faible des trois. Mais il en reste très bien. Et sur ce, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre jeu de la DS.